La responsabilité du fait d'un accident de la circulation. Cette responsabilité est une responsabilité très particulière. On ira la rechercher sur la loi de 1985, la loi Badinter. Pour faire notre cas pratique, on va tout d'abord commencer par définir le VTM. Est-ce qu'il y avait un VTM? Un VTM, c'est quoi? C'est tout engin doté d'un moteur destiné à mouvoir une personne sur le sol. Ça, il faut le connaître par cœur, ça va nous servir notamment pour avoir une très bonne idée de ce que c'est que le VTM et de ce que ça implique. Tout engin doté d'un moteur, destiné à se mouvoir sur le sol, à transporter une personne, ce genre de choses. Est exclu les voies de train ou de tram. Alors, exception à l'exception, 16 juin 2011, lorsque le tram circule sur les routes notamment ouvertes. Exception du coup les véhicules outils immobilisés, comme le cas du camion de pompiers qui est immobilisé et dans lequel on élance la grande échelle. Et ainsi que les fauteuils roulants par un arrêt de 2021 et qu'on retrouve notamment aujourd'hui appliqué dans la loi sur les assurances. Ensuite, il nous faudra un accident de la circulation. Un accident de la circulation, c'est un événement fortuit survenu sur une voie de circulation. L'événement fortuit, c'est-à-dire que c'est l'accident. Il ne faut pas que ce soit provoqué intentionnellement. Ici, on retrouvera notamment la voiture stationnée qui prend feu et cause des dommages à une autre voiture. 22 novembre 1995. C'est un accident, ce n'est pas de la faute de la personne. Néanmoins, ça reste sur une voie de circulation. Et donc du coup, ça peut rentrer dans le cadre des accidents de la circulation. Taxi 2, c'est notamment l'accident lors du tournage. Même si les voies ont été privatisées pour le tournage, ça reste un accident de la circulation. Ainsi que la chute d'une passagère d'un bus lorsqu'elle descendait du bus. Ça reste aussi un accident de la circulation. Donc vous avez l'ensemble de la jurisprudence qui est là. N'hésitez pas à la noter. Ensuite, il faudra un VTM impliqué dans l'accident. Donc il ne faut pas simplement qu'il y ait un VTM, il faut aussi qu'il soit impliqué dans l'accident. Donc là, comme on peut voir, le choc, c'est une présomption irréfragable. Donc jurisprudence du 25 janvier 1995. Néanmoins, s'il y a une absence de choc, on peut rapporter la preuve par tout moyen, notamment le cadre d'un vélo qui est rentré dans un véhicule alors qu'il était à l'arrêt. Il faudra aussi trouver le conducteur ou le gardien, donc une personne qui soit propriétaire du véhicule. Généralement, un véhicule a un propriétaire ou un gardien, donc temporalité concomitant, il y a une obligation d'indemnisation, sauf si vous arrivez à prouver qu'il n'y a aucun lien avec le dommage. Par ailleurs, les conducteurs sont tenus in solidum, on parle d'une approche globale, du coup au niveau de la théorie, de réparer un dommage en fonction de leur degré d'implication dans le dommage. Enfin, et pour les cas d'exonération, c'est là où est-ce que ça va être beaucoup plus particulier que nos autres cas de responsabilité. On va différencier le cas de si la victime a subi du matériel ou si c'était du corporel. Et dans le cadre du corporel, on va aller sur la victime non conductrice de la victime conductrice. Dans le cadre matériel, la faute de la victime peut exclure la réparation du matériel. Pour les victimes non conductrices, ça va être les personnes qui vont être les plus indemnisées, ou en tout cas qui vont avoir une meilleure protection, puisque seule la faute inexcusable ou la faute intentionnelle, donc la faute inexcusable, on avait notamment ce cas de la personne qui traverse une barrière d'autoroute et qui justement va sur une autoroute en n'ayant aucun moyen de protection, simplement en étant un peu ivre. Et la faute intentionnelle, c'est généralement le cas de la tentative de suicide. Exonération à l'exonération, les moins de 16 ans et les plus de 70 ans ou les handicapés, je sais plus, ça doit être à plus de 80%, hein, quelque chose dans le genre, ne peuvent pas être exonérés de cette responsabilité-là. Concernant le cadre des victimes conductrices, on a notamment la jurisprudence du 28 mars 1997 qui nous précise justement que la faute du conducteur victime peut limiter l'indemnisation. C'est-à-dire qu'il y aura des partages de responsabilités à ce niveau-là.